Quand un millionnaire parisien découvre sa fille adoptive, âgée de 17 ans, en train de manger des croquettes pour chien dans sa luxueuse cuisine, il pense d'abord à une blague. Mais ce qu'elle lui révèle ensuite, entre deux bouchées, ébranle tout ce qu'il croyait savoir sur elle, sa famille et son passé. Il était 22 heures dans l'hôtel particulier des Dubois, au cœur du 16e arrondissement de Paris. La lumière tamisée des lustres en cristal baignait la cuisine ultramoderne, où les surfaces en marbre scintillaient sous les spots encastrés. Marc Dubois, magnate de l'immobilier et figure respectée des cercles parisiens, venait de rentrer d'un dîner d'affaires. Sa veste Armani négligemment posée sur une chaise, il se servait un verre de Château Pétrus 1998 lorsqu'un bruit étrange attira son attention. Un crissement, comme si quelqu'un mâchait quelque chose de dur. Intrigue, Illinois Asavenka vers Allilet Central. Là, assise sur un tabouret, sa fille adoptive, Élise, 17 ans, était penchée sur un bol. Elle portait un vieux sweat à capuche, bien loin des tenues de créateur qu'il lui offrait. Ses cheveux châtains, légèrement ébouriffés, cachaient son visage. Mark Franca, Les Sourcils. Élise n'était pas du genre à grignoter tard le soir, encore moins dans la cuisine. Et c'était inhabituel. Il s'approcha et s'arrêta net. Dans le bol, il reconnut immédiatement les petites formes rondes et brunes des croquettes qu'il achetait pour son labrador, César. Élise en prit une poignée, les porta à sa bouche et croqua bruyamment. Mark sentit son estomac à ses nuire. Élise, dit-il, sa voix tremblante d'incrédulité. Elle leva les yeux, sans une once de gêne, et mâcha lentement, comme si de rien n'était. Oui, papa, répondit-elle, la bouche encore pleine. Marc posa son verre, essayant de garder son calme. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont les croquettes de César. Élise haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. Je sais. Elles ne sont pas si mauvaises. Tu devrais essayer. Marc sentit une vague de chaleur monter en lui. Était-ce une plaisanterie? Une rébellion d'adolescente? Il s'assit face à elle, cherchant à comprendre. Élise, explique-moi. Pourquoi manges-tu ça? Demanda-t-il, tentant de masquer son dégoût. Elle reposa le bol et le fixa droit dans les yeux. Parce que c'est ce que je mérite, papa. Ces mots, prononcés avec une étrange conviction, firent frissonner Marc. Il connaissait Élise depuis qu'il l'avait adoptée, à l'âge de 5 ans, dans un orphelinat roumain. Elle avait toujours été une enfant discrète, intelligente, mais parfois distante. Ces dernières années, elle s'était encore plus refermée, mais il avait mis cela sur le compte de l'adolescence. Maintenant, face à cette scène absurde, il se demandait s'il l'avait jamais vraiment comprise. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » insista-t-il. Élise soupira, comme si elle portait un poids immense. Elle repoussa le bol et croisa les bras. « Tu ne sais pas tout de moi, papa. Tu ne sais pas d'où je viens vraiment. » Marc sentit son cœur s'accélérer. « Bien sûr que je sais d'où tu viens. Ta mère et moi t'avons adopté. Nous avons vu ton dossier, ton histoire. » Élise l'interrompit d'un rire sec. « Mon dossier? Tu veux parler de ce ramassis de mensonges qu'ils t'ont donné ?» Marc assez figia. Il avait toujours cru que l'adoption d'Élise était claire. Sa femme, Claire, et lui avaient choisi Élise après un long processus. Les documents de l'orphelinat décrivaient une petite fille abandonnée par une mère célibataire, incapable de subvenir à ses besoins. Ils avaient tout vérifié, tout semblait en ordre. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda-t-il, la gorge sèche. Élise se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. « Je ne viens pas d'un orphelinat ordinaire, papa. Et je ne suis pas ordinaire. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une intensité qu'il ne lui connaissait pas. « Tu veux savoir pourquoi je mange des croquettes? Parce que c'est tout ce qu'on me donnait là-bas. C'était ma nourriture, pendant des années. » Marc sentit une sueur froide couler dans son dos. « Là-bas? De quoi parles-tu » Élise s'assit à nouveau, mais cette fois, elle semblait plus vulnérable, comme si elle laissait tomber un masque. « L'endroit où j'étais avant l'orphelinat. Ce n'était pas une maison, pas une famille. C'était une sorte de centre. Un endroit où on faisait des expériences. Sur des enfants comme moi. » Le silence s'abattit sur la cuisine. Marc sentit le sol vaciller sous lui. Des expériences? Cela semblait absurde, irréel. Pourtant, la gravité dans la voix d'Élise le clouait sur place. Des expériences? Élise, tu te rends compte de ce que tu dis? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais que ça semble fou. Mais c'est la vérité. Il nous donnait des croquettes, comme à des animaux, parce qu'il disait qu'on n'était pas tout à fait humain. Marc sentit une colère monter en lui, mêlée de peur. Qui, il? De quoi parles-tu? Élise prit une profonde inspiration. Je ne connais pas leur nom. Ils portaient des blouses blanches, ils parlaient une langue que je ne comprenais pas bien. Ils faisaient des tests sur nous, sur notre corps, notre esprit. Ils disaient qu'on était spéciaux. Différents.
Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Il disait qu'on avait été créé pour un but précis. Mark secoua la tête, refusant d'y croire. Élise, c'est insensé. Tu étais une enfant abandonnée, c'est tout. Ces histoires, ce sont des cauchemars, des souvenirs déformés. Mais Élise ne fléchit pas. Non, papa. J'ai des souvenirs clairs. Des odeurs, des sons. Les Freud's, les lumières of Juglans. Et les autres enfants, ils étaient comme moi. On nous entraînait, on nous testait. Et puis, un jour, ils m'ont envoyé à l'orphelinat. Ils ont dit que j'étais prête. Prête pour quoi? Demanda Mark, la voix tremblante. Élise baissa les yeux. Je ne sais pas. Ils ne me l'ont jamais dit. Mais je sens qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose qu'ils ont mis là. Quelque chose qui me pousse à faire des choses que je ne comprends pas. Elle releva la tête, et son regard était hanté. Comme manger ses croquettes. Ce n'est pas juste une habitude, papa. C'est comme si, une partie de moi était programmée pour ça. Mark se passa une main sur le visage, essayant de digérer ce qu'il entendait. Était-elle en train de perdre la tête? Ou y avait-il une vérité dans ses paroles? Il repensa aux années passées avec Élise. Elle avait toujours été différente, d'une certaine manière. Pas seulement timide ou réservée, mais étrange, parfois. Elle posait des questions déroutantes, semblait comprendre des choses qu'une enfant de son âge n'aurait pas dû saisir. Et maintenant, cette histoire. Élise, dit-il doucement, si ce que tu dis est vrai, pourquoi ne nous as-tu rien dit avant? Elle haussa les épaules, un geste empreint de résignation. Parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme tu me regardes maintenant. Comme si j'étais folle. Ou dangereuse. Mark sentit une pointe de culpabilité. Je ne pense pas que tu es folle. Mais, c'est difficile à croire. Tu comprends? Elle acquiesça. Je sais. Et je n'ai pas de preuves. Pas encore. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quelque chose que j'ai trouvé, il y a quelques mois. Elle fouilla dans la poche de son sweat et en sortit un petit carnet noir, usé, avec des pages jaunies. C'était dans mes affaires, celles qu'ils m'ont données à l'orphelinat. Je ne l'avais jamais vraiment regardé avant. Elle le tendit à Mark. Il l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, dans une écriture serrée, presque illisible. Il y avait des schémas, des graphiques, des mots dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Et, au milieu, une liste de noms. Élise pointa un nom en particulier, E17. C'est moi, murmura-t-elle. C'est comme ça qu'il m'appelait. Mark sentit son pouce accélérer. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il. Je te l'ai dit, c'était dans mes affaires. Je pense qu'ils l'ont laissé par erreur. Ou peut-être qu'ils voulaient que je le trouve. Elle marqua une pause, puis ajouta, il y a autre chose. À la fin du carnet, il y a une adresse. À Bucarest. Je crois que c'est là que tout a commencé. Mark referma le carnet, son esprit en ébullition. Une partie de lui voulait rejeter tout cela, appeler un psychiatre, mettre cette conversation sur le compte du stress ou d'une imagination débordante. Mais une autre partie, plus profonde, ne pouvait ignorer l'intensité d'Élise, la précision de ses souvenirs. Et ce carnet, il était tangible, réel. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il finalement. Élise le regarda, déterminée. « Je veux aller à Bucarest. Je veux savoir la vérité. » Mark hésita. Il avait les moyens, bien sûr. Un jet privé, des contacts, il pouvait organiser un voyage en quelques heures. Mais était-ce prudent? Et si elle disait vrai? Et si cet endroit existait vraiment? D'accord, dit-il enfin. Mais je viens avec toi. Les jours suivants furent un tourbillon. Mark annula ses réunions, prétextant une urgence familiale. Claire, sa femme, était à Londres pour un gala de charité et ne rentrerait pas avant une semaine. Il décida de ne rien lui dire pour le moment. Élise et lui prirent un vol pour Bucarest, un nœud dans l'estomac de Mark à chaque minute qui passait. L'adresse dans le carnet menait à un quartier industriel à la périphérie de la ville, un endroit gris et désolé, loin des circuits touristiques. Lorsqu'ils arrivèrent devant le bâtiment, un entrepôt délabré aux fenêtres condamnées, Mark sentit une appréhension grandir. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête, son visage fermé. « Je dois savoir, papa. » Ils forcèrent une porte rouillée et entrèrent. L'intérieur était sombre, poussiéreux, mais il y avait des traces récentes d'activité, des câbles électriques neufs, des caisses empilées dans un coin. Et, au fond, une porte en acier, verrouillée par un digicode. Élise s'approcha et tapa un code qu'elle semblait connaître par cœur. La porte s'ouvrit avec un clic. Mark la suivit, le cœur battant. Derrière la porte, un couloir étroit menait à une pièce éclairée par des néons vacillants. Il y avait des bureaux, des ordinateurs éteints, et des dossiers empilés. Élise s'avança vers une étagère et commença à fouiller. « C'est ici » murmura-t-elle. « Je le sens. »
Elle trouva un dossier marqué Projet Elysium. À l'intérieur, des photos, des rapports, des données médicales. Et, sur une page, une photo d'Élise, âgée d'accent grave peine 3 ans, attachée à une chaise, des électrodes sur la tête. Mark sentit la nausea monter. Mon Dieu, murmura-t-il. Élise feuilletait les pages, les larmes coulant sur ses joues. Ils nous ont créés, papa. Ils ont modifié notre ADN. Ils voulaient faire de nous, je ne sais pas. Des armes? Des espions? Quelque chose d'autre? Mark prit le dossier, lisant à toute vitesse. Les mots hybridation génétique, conditionnement cognitif, sujets expérimentaux, sautaient aux yeux. Tout concordait avec ce qu'Élise avait dit. Mais une question restait en suspens. Pourquoi l'avait-il laissé partir? Et qui était derrière tout cela? Avant qu'il puisse approfondir, un bruit de pas résonna dans le couloir. Quelqu'un approchait. On doit partir, murmura Mark, attrapant Élise par le bras. Ils s'échappèrent par une sortie de secours, le dossier serré contre la poitrine de Mark. De retour à Paris, ils passèrent des jours à analyser les documents. Chaque révélation était plus troublante que la précédente. Le projet Elysium semblait financé par une organisation obscure, avec des ramifications internationales. Et Élise n'était pas la seule. Il y avait d'autres sujets, dispersés à travers le monde. Mark engagea des avocats, des détectives privés, décidés à découvrir la vérité. Mais Élise, elle, changeait. Elle devenait plus confiante, plus déterminée. « Je ne suis pas une victime, papa, » dit-elle un soir. « Je suis, plus que ça. Et je vais trouver les autres ?» Mark la regarda, partagé entre la peur et l'admiration. Sa fille, qu'il avait crue fragile, était peut-être bien plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais une question le hantait. Qu'avait-on fait à Élise? Et que ferait-elle, maintenant qu'elle savait?